Les actualités. Actualité, agriculture. Nous en avions parlé en avril dernier avec Martin Rococave, vice-président jeune agriculteur de la Dordogne. La situation ne semble pas s'arranger alors que la France compte 30% d'exploitation laitière de moins en 10 ans. Lactalis abandonne les sous-traitants de la filière lait et annonce du jour au lendemain cesser de s'approvisionner auprès de 270 exploitations agricoles françaises. La société privilégie désormais des fournisseurs européens hors France, notamment en Pologne et en Europe de l'Est, où les salaires sont plus bas, la fiscalité plus avantageuse, la réglementation moins contraignante. En France, on est autour de 350 € pour 1000 litres, alors qu'en Pologne, on est en dessous de 300 €. Les agriculteurs ont repris les manifestations, mais qui en a réellement entendu parler ? Alors, on va faire un petit tour sur la France pour se rappeler quelque chose en ces temps de budget qui se prépare à l'Assemblée. Là, la France, population active de 68 millions de personnes en 2023, soit 45% de la population, et improductif, RSA, AH, AS, retraités, etc., de 23 millions. Ça fait quand même un certain nombre. En première année d'économie, on apprend que plus la taxation augmente, plus l'assiette diminue, car cela freine l'activité. En effet, la France détient l'un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés au monde, représentant environ 48% du PIB en 2023, selon l'OCDE. Les entrepreneurs et indépendants sont bien conscients, et les salariés peuvent le constater en regardant leur fiche de paie. Un nouveau projet de nos chers parlementaires concerne la taxation des Français de l'étranger, à l'instar des États-Unis. Alors, est-ce un effet d'annonce irréalisable ? Parce qu'il y a beaucoup d'accords internationaux de non-double imposition, il y a un poids administratif colossal que ça impliquerait. Est-ce que c'est un véritable danger pour les expatriés ? Nous devrions le savoir très bientôt, mais sur cette table aujourd'hui, nous avons 2 anciens expatriés. Moi, j'étais expatrié durant 10 ans, Guillaume l'a été durant des années aussi. Tiens, Guillaume, la taxation des expatriés, quand tu étais en Angleterre, toi, qu'on te prenne la différence d'impôt, par exemple, que tu ne payais pas, ça t'aurait... Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? C'était pas forcément un facteur pour moi pour ou contre l'expatriation. Pardon. C'est pas pour ça que tu y allais, non, une fois exactement. que tu y étais. Une fois que j'y étais, alors c'était en Grande-Bretagne, et j'étais complètement sur le régime fiscal britannique, donc comme si j'avais été britannique à l'époque. Donc prélèvement à la source. Exactement, prélèvement à la source, très simple. Des feuilles de paye qui faisaient 5 lignes et ça suffisait. Tout à fait, voilà. Mais non, après... c'est vrai que le casse-tête pour passer d'un pays à l'autre, revenir en France, faire valider ses années à l'étranger, etc., c'est pas toujours évident. Alors, à l'époque, tu étais déjà dans Schengen, l'Angleterre était dans Schengen. Oui, mais bon. Oui, mais je veux dire, toi, en tant qu'ancien expatrié, si demain on te dit il faut que tu payes plus d'impôts, que tu compenses les problèmes qu'il y a en France en faisant un chèque tous les mois, comment est-ce que tu l'aurais pris ? Mal. En un mot. D'accord, ok, non, c'est juste pour savoir. Non, d'accord. D'accord, quand on est là-bas, c'est pas forcément la logique, on ne veut pas vraiment pour ça, mais on n'a pas forcément envie qu'on nous court après, c'est ça ? Non, c'est ça, on contribue à la vie du pays dans lequel on vit, en payant nos impôts dans le pays dans lequel on vit. Voilà, quand on vit en France, on paye nos impôts en France. Pour moi... Alors, on va parler un peu des expatriés, là. Donc, en réalité, il y a 2,5 millions de Français qui vivent officiellement à l'étranger, mais ce chiffre ne concerne que ceux qui ont fait l'effort de s'enregistrer volontairement auprès de nos ambassades. Donc, en fait, il n'y en aura plus du double. Je sais que moi, quand j'étais en Irlande, je n'étais pas inscrit à l'ambassade. Quand j'étais en Asie, j'étais inscrit à l'ambassade parce que, vu que j'ai fait 2 coups d'État et autres, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire quand même, on ne sait jamais. Le jour où il y a une évacuation, il faut quand même qu'ils sachent où je suis. Donc, je m'étais inscrit. Mais beaucoup de gens se déplacent comme ça, puis ne s'inscrivent pas. Il faut savoir que les expatriés, plus de 45% d'entre eux sont des catégories socio-professionnelles supérieures. Ce sont des cadres, des ingénieurs de profession libérale. Quand on était sur LinkedIn aussi, LinkedIn a vu qu'il y avait une hémorragie des cerveaux français, très clairement. Depuis que LinkedIn regarde les gens qui sont inscrits et leur évolution géographique, nous avons une fuite des cerveaux en France. Les ingénieurs sont particulièrement nombreux, notamment dans les secteurs comme les technologies, génie informatique et sciences de la vie. Voilà. Le second point que je vais aborder avec toi rapidement avant qu'on rentre dans l'émission, c'est le retour en France. Je sais que le retour en France, pour moi, a été assez compliqué parce que j'avais l'impression d'avoir évolué différemment de mon pays et je me reconnaissais pas dans forcément le paysage politique. Je suis parti, il y avait un mec à droite, il était blond, je suis revenu, il avait une paire de seins et les cheveux longs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avaient changé comme ça, sans forcément que je me rende compte. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a un choc culturel inversé, il y a une perte de repères, il y a une machine administrative énorme. Qu'est-ce que ça fait de revenir en France quand on a passé 10 ans à l'étranger ? Oui, effectivement, c'est des repères à reprendre, à retrouver. Quand on est à l'étranger, même si on essaie de suivre ce qui se passe en France, forcément, on a une vision quand même plus légère, qui passe à un certain filtre, et du coup, on n'est pas forcément
courant de tout. Et au bout d'un moment, on s'intéresse plus peut-être à ce qui se passe dans le pays où on est que ce qui se passe en France. Du coup, pour revenir, il faut reprendre certaines habitudes, recommencer à s'informer sur ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Et effectivement, forcément, la culture n'est pas la même. Donc, c'est reprendre une façon de s'exprimer, peut-être une certaine posture vis-à-vis des autres qui est différente. Est-ce qu'il y a un spleen de l'expatrié ? Oui, parfois. Ouais, parce que si on y est parti à la base, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. C'est qu'il y avait des choses qui, en France, peut-être nous convenaient pas, ou alors des choses qu'on cherchait dans le pays où on allait. Et revenir en France, c'est se reconfronter à ces choses qu'on voulait peut-être laisser derrière. D'accord. Et après, comme tu dis, on change avec le temps et on peut les accepter mieux. Donc toi, tu es rentré en avril dernier, c'est ça ? Non, moi je suis rentré en janvier 2019. D'accord, donc ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais. C'est bon, c'est digéré maintenant ou il a fallu un certain temps ? Il a fallu un certain temps au début, surtout que moi je suis rentré dans un contexte un peu particulier puisque c'était dans le cadre du Brexit. C'était la complexité pour les non-ressortissants britanniques pour travailler en Grande-Bretagne qui m'ont fait à l'époque revenir en France. Et on a enchaîné pas longtemps après avec tout ce qui est Covid et tous les événements qui ont pu être avec. Donc du coup, le retour a été un peu chaotique, peut-être. Mais là, non, c'est bien digéré. Après, je repars régulièrement à l'étranger et ça me rappelle de bons souvenirs. Puis le Périgord, ça va encore, quoi. Ça va. Bon, allez, on démarre l'émission. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.